Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Dans le dernier épisode des Éclaireurs, je recevais ici même, dans notre petite cabine d'enregistrement, Julia Cagé pour parler de la démocratie. Bien sûr, on vote de moins en moins, mais on descend de plus en plus souvent dans la rue aussi. Pour elle, les Français ont envie, de plus de démocratie. Nous avons envie d'être mieux représentés par des élus qui nous ressemblent. Alors, dans cet épisode, on va se regarder dans le miroir un peu, on va même se regarder le nombril. Qui sommes-nous en 2020 ? On se prend en selfie, on ne parle que de nous sur les réseaux sociaux, on swipe les autres sur les applications de rencontres. Éric Sadin a trouvé une expression pour nous définir. Nous serions devenus des individus tyrans, persuadés d'être tout-puissants. Mais est-ce que c'est gouvernable, un tyran ? Est-ce qu'on peut créer d'ailleurs une vraie société avec de tels individus ? Éric Sadin est philosophe, écrivain. Avec lui dans ce podcast, on va prendre le temps d'écouter le monde changer. Bienvenue dans Les Éclaireurs. Bonjour Éric Sadin. Bonjour. Vous êtes avec moi et nous allons entrer dans une pièce. Il y a un bâton d'encens qui fume encore, ça sent un peu les huiles essentielles. Nous sommes dans une pièce et je vous laisse imaginer peut-être un tatami ou alors une table de kiné qui nous invite à nous allonger. On pourrait se voir appliquer un massage ayurvédique, pratiquer le yoga, méditer, faire le vide. C'est moderne, c'est conseillé dans les magazines tout ça. Mais à se recentrer sur soi, on a commencé par écarter les autres et puis finalement, on les a oubliés. On vit surtout, on le sent bien, une période si particulière, faite de crispation, de brutalisation des rapports, d'extension d'antagonismes de plus en plus irréconciliables. Pour ma part, je remonte cet être au monde, cet ethos, du début du tournant des années 2010, où il s'est passé quelque chose dans la société. Une sorte de, ce que je nomme une sorte de sentiment d'isolement collectif, on pourrait dire, et qui faisait écho à des événements du monde. Je pense à partir de 2015, les attentats que nous avons connus en France en 2015, mais aussi qui ont eu lieu dans d'autres pays. Je pense évidemment au Brexit en 2016 et à l'élection de Donald Trump. Il y avait quelque chose comme un air du temps qui s'est modifié et dont on ne savait pas de quoi il était fait, sinon qu'il signalait une méfiance ou une désillusion à l'égard d'un ordre en place depuis si longtemps. Nous sommes le résultat d'une doctrine philosophique qui est apparue au XVIIIe siècle et qui relève de ce qui a été nommé l'individualisme libéral. Et qui promettait, vous allez voir pourquoi je parle de ça, parce qu'on est toujours dans cela, toujours dans cette équation, qui promettait la liberté à chacun de nous, la libre expression des personnes, au sein d'un ensemble commun supposé travailler à une harmonie d'ensemble. C'est cette philosophie politique qui, en Europe, au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, a été adoptée. Et qu'est-ce qu'elle a produit ? Elle a produit effectivement de la production de richesse, mais elle a produit aussi des conditions de travail qu'a analysé de très près Karl Marx, par exemple. Elle a produit des inégalités, elle a produit des souffrances. Donc elle a produit une insatisfaction relativement à ce pacte politique. Et ce que j'ai découvert, et c'est très important, je pense, pour saisir la substance spécifique de l'époque, ce que j'ai découvert, c'est que il y a une mémoire collective. Il y a l'amoncellement de rancœurs, l'amoncellement des désillusions, et ça fonctionne décennie après décennie, mais aussi génération après génération. Et pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, et plus encore en France depuis les Gilets jaunes, nous vivons le moment d'une extrême saturation et d'une désillusion, j'ai envie de dire quasi définitive, peut-être ne l'est-elle pas, mais actuellement elle me paraît quasi définitive, à l'égard de toute parole et de tout, ce qui est beaucoup plus grave, à l'égard de toute promesse politique. On parle de l'individu. Moi, je m'intéresse à moi, je suis égocentré. Très bien, mais j'ai non seulement cet égocentrisme, mais ce sentiment de toute puissance. Nous, selon vous, souffrons d'une épidémie qui n'est pas celle du Covid, qui est une épidémie de narcissisme généralisé. Alors, pour ma part, je ne pense pas que ça soit tant le fait du narcissisme. Ces technologies numériques personnelles nous donnent l'occasion, je devrais dire l'illusion de pouvoir penser des plaies, penser avec un A,
vous rendez compte quand vous vivez une humiliation au travail ou quand vous vivez un rapport douloureux avec une personne et qu'après vous allez balancer sur les réseaux sociaux votre expérience malheureuse, qu'est-ce que ça produit? C'est pas du narcissisme, cela. Ça produit l'illusion d'une décharge cathartique, c'est-à-dire de se faire du bien. Au moment même où nous avons vécu des épreuves de plus en plus douloureuses, l'industrie du numérique a eu l'immense génie de créer des machines, des systèmes, des dispositifs, avec en plus des effets d'interface de plus en plus souples. Je pense au rapport tactile, et puis maintenant avec la voix, nous donnant le sentiment, l'illusion de pouvoir nous ressaisir de la vie, nous ressaisir de notre existence, en ne voyant pas que tout cela était en vue de générer du profit. Ça, c'est quand même tellement parlant aussi de l'époque, c'est-à-dire c'est même pas de la recherche de la célébrité, c'est le fait, au moment même où il y a une fatigue du salariat, où les personnes veulent vivre un peu une vie artiste, vivre des effets d'autonomie, des dispositifs ont permis d'offrir, en disant à chacun, construisez-vous des comportements non pas qui vont tendre vers votre bonheur ou votre épanouissement, mais qui vont créer des effets d'influence sur les autres, qui vont créer du choc, qui vont créer de la singularité, en vue de générer du chiffre d'audience. Et cela va pouvoir être l'occasion d'une cash machine individuelle, créer du chiffre par la visibilité que vous créez et les rapports que vous allez entretenir avec les marques. C'est à la fois extraordinaire en termes d'invention, d'inventivité de ce qu'a créé l'industrie du numérique, mais c'est aussi éminemment parlant relativement à l'ère du temps. Il ne faut pas être moralisant, Mathieu, à l'égard de ça. C'est-à-dire qu'il faut pas être moraliste, dire regardez, c'est un dévoiement. Bien sûr que c'est un dévoiement, mais il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il faut comprendre comme le fait qu'on se plie. J'ai presque envie de dire, on se soumet à ces logiques sans voir les modes d'existence que ça induit. C'est-à-dire, l'idée, par exemple, avec Instagram, c'est d'exercer un pouvoir sur les autres. C'est d'exercer un ascendant sous des allures de colonies de vacances continuelles, d'apparence cool et lumineuse. On met ses photos de soi au bord des piscines, des couchers de soleil, on boit des cocktails en montrant bien qu'il s'agit de telle marque ou de telle marque. Mais l'idée, c'est de produire quand même un ascendant sur les autres. On est tellement loin de la possibilité du projet politique, social, j'ai presque envie de dire humaniste, de créer des effets de solidarité, de construire ensemble des modes d'existence vertueux au profit de la volonté de construire et de tendre vers l'affirmation continue de soi. Donc moi je crois que nous vivons le moment d'un double échec, c'est-à-dire après l'échec du néolibéralisme sur lequel nous sommes à peu près tous d'accord aujourd'hui, qu'il y a eu des dérives dont nous avons souffert, aujourd'hui, en 2020, au lieu, j'ai presque envie de dire, de nous retrousser les manches et de construire sur le terrain de nos réalités quotidiennes des modalités d'existence plus vertueuses. Ça existe, mais c'est à la marge. Et au lieu de presser sur le politique pour que le pacte social à nouveau soit à l'œuvre, eh bien, nous opérons une sorte de repli sur ses propres rancœurs, de repli sur ses propres ressentiments et sur l'usage des technologies en vue de faire valoir, mais de façon vaine et dans des impasses, l'affirmation de soi et l'affirmation de ses propres opinions dans l'illusion d'une politisation de nos existences, alors qu'en réalité, il s'agit de l'inverse d'une politisation et d'un événement que je nomme et qui me semble totalement tragique. Et c'est ça qu'il faut analyser, la généralisation d'un si triste isolement collectif. Vous, Éric Sadin, vous soulignez un point qui m'a beaucoup amusé. On s'inquiète de ces GAFA, de ces géants de la tech, mais on va s'inquiéter pour nos données personnelles, pour moi, pas pour ce qu'ils font à la société, comment ils la transforment. Cette focalisation quasi exclusive sur la protection des données personnelles, elle m'a agacé. Pourquoi ? D'abord parce que
elle fait écran sur d'autres questions au moins aussi importantes relativement à la généralisation des technologies numériques dans nos sociétés. Je pense évidemment dans le cadre scolaire, je pense à la médecine. Et puis elle est tellement à l'image de temps, c'est-à-dire une fois qu'on s'est soucié de la protection de nos petites données personnelles, le reste on s'en fiche comme de l'an 40, comme on dit. Mais je le redis, cette passion de soi, elle relève de l'idée de le pacte commun, l'ensemble commun, les discours, me concernant, mais pour mes parents, mes grands-parents, nous ont tellement lésés, nous ont tellement donné le sentiment, il faut dire les choses plus précisément, de nous léser, qu'il y a une perte de foi en des discours véhiculés par toutes les personnes ou les institutions relevant de l'ordre général, puisque c'est cet même ordre général qui a produit un ordre supposé unique et qui a donné le sentiment à tant de personnes d'être lésées. Donc il y a nécessairement un repli sur ses propres croyances favorisées par les technologies numériques qui permettent un rapport individualisé à l'information, des échanges entre personnes, et puis la possibilité de continuellement affirmer sa propre parole. C'est cela qui a été nommé fake news, dont je pense qu'on n'a pas saisi, excusez-moi de dire cela comme ça, mais je pense qu'on n'a pas saisi, ce n'est pas tant un nouveau partage entre le vrai et le faux, comme il a été dit, c'est un nouveau partage entre le je et le nous. C'est ça qui est à l'œuvre dans la société, c'est-à-dire il y a une déliaison, il s'est opéré une déliaison dont il faut saisir tous les rouages, entre le je et le nous, entre les individus et ce qui fait office de société. Et c'est ça, fake news. CNN and MSNBC are fake news. Fake news. C'est ça les fake news, c'est qu'il y a un nouveau partage et un certain nombre de personnes en sont arrivées à dire, écoutez, tous les discours dont nous avons été les dindons de la farce depuis une trentaine d'années, on n'en veut plus. Maintenant, c'est le moment où nous cherchons, où nous en arrivons à chercher ou à nous forger nos propres discours qui s'opposent à l'ordre majoritaire, qui fait l'objet d'une grande suspicion, mais qui, au lieu de nous amener à construire ensemble à l'intérieur de cet ordre commun, voit la passion de l'affirmation de soi et des replis sur des affiliations claniques. Et ça, c'est un autre échec et qui, moi, me désole. Dans le livre, vous décrivez très bien un phénomène marketing majeur qu'on n'a pas vu venir. On l'a tous ou presque dans la poche. Un objet qui commence par i. Il y a l'iMac d'abord, puis il y a eu l'iPod, l'iPhone, l'iPad désormais. Ou alors le I, c'est je, c'est moi en anglais. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on se le répète sans arrêt. Je. C'est important ce que vous dites. On n'a pas coupé le je du tu, de l'autre, de mon camarade, de vous qui êtes en face de moi. On a coupé le je du nous. Ça, c'est essentiel. On n'arrive plus à faire société, selon vous ? On n'arrive plus à faire société. C'est ce qui caractérise en propre la période contemporaine. On n'arrive plus à faire société à double titre. D'abord parce que nous sommes des psychés et des corps fracassés. C'est ça que j'ai compris et que nous comprenons. Nous sommes fracassés. Il y a presque une... Et c'est pas moraliste que je dis, j'en fais partie, nous en faisons tous partie. Nous vivons, je crois, une psychiatrisation de la société. Qu'est-ce que ça veut dire, psychiatrisation ? La psychiatrie, c'est la relève de la pathologie. Hein. C'est de la pathologie, c'est pas la psychanalyse, c'est de la pathologie. Nous sommes des sociétés malades et des êtres malades et des foules malades. Mais il y a aussi l'idée que, seuls, ou à quelques-uns, alors quelques-uns, c'est des affiliations de toutes sortes, ethniques, religieuses, de genre, j'ai rien contre cela. Mais la façon dont la demande des réparations s'exprime, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, pour un grand nombre, elle s'opère à l'intérieur de logiques antagonistes. C'est-à-dire, là où l'ordre commun nous a lésés, on veut, de gré ou de force, obtenir réparation, sans pouvoir imaginer, on en arrive au moment historique où on ne peut plus imaginer que des revendications, j'ai même pas envie de dire particularistes, de groupements, de certains groupements, de tous ordres, elles ne puissent plus s'inscrire à l'intérieur de l'ordre commun. Ça, c'est une catastrophe politique. Donc, nous vivons le moment d'une déliaison, mais qui relève d'une souffrance. Elle n'est pas joyeuse, entre le je et le nous, entre chacun de nous et l'ordre commun. Et cela, je crains, pour terminer sur ce point, je crains que ça s'aggrave. Et si ça s'aggrave, on risque d'aller vers un isolement collectif qui tendrait vers quoi ? Vers ce que je nomme
un nouveau fascisme ou une barbarie ordinaire, un fascisme individuel qui serait plus du tout de l'ordre d'un fascisme de ce qu'on a connu dans certaines périodes historiques, mais qui relèverait de quoi? Eh bien, de la seule volonté de faire valoir son unique loi au nom de toutes les souffrances qu'on a vécues. Ça, c'est une catastrophe. 95% difficile à quantifier. Ceux qui revendiquent, j'ai presque envie de vous dire, ils sont encore dans le chemin du commun. Moi, je trouve beaucoup plus inquiétant ce que vous décrivez sur ceux qui ont abandonné, les apolitiques, comme vous les décrivez, ou même le DIY, comme on dit en souriant quand on se balade sur Pinterest. Fais-le toi-même, do it yourself. Ça traduit pour vous un esprit punk de celui qui veut se réaliser sans rien attendre de quiconque. Vous dites qu'on a perdu la foi. Le plus inquiétant, ce sont ceux qui ont abandonné la revendication finalement. Oui, il y a l'idée, mais cela, ça remonte à loin. C'est à l'œuvre depuis les années 80 que malheureusement, par le recul du principe de la solidarité, des reculs des services publics et de l'intervention de la puissance publique, d'être ramené à sa propre force, à soi-même. Où là, vous avez raison, il ne s'agirait plus tant de revendications que d'essayer de se frayer tant bien que mal un chemin dans cette jungle de plus en plus impitoyable. C'est ce que nous vivons depuis une quarantaine d'années. Pardonnez-moi d'être trivial, mais je vais me démerder. Puisque personne n'est là pour m'aider, je vais me débrouiller. Mais évidemment. Mais ça se comprend quand même, Éric Sadin. Mais bien sûr que ça se comprend. Bien sûr que ça se comprend. La question, c'est jusqu'à quel point cette solitude va se transformer en isolement et générer ce que moi j'appelle, depuis plusieurs mois, évidemment le Covid n'amplifie que ce constat que je fais, de tristesse collective. J'allais vous parler du Covid à la fin, mais allons-y. Il y a juste cette petite faille par rapport à votre livre. Oui. Je me dis, tiens, on a connu ça quand même. On a été confinés pendant 2 mois. Oui. Il y a peut-être pire dans l'existence de l'humanité, mais on a été confinés pendant 2 mois. On a ressenti là ce besoin de l'autre. Et puis là, il y a cette autre séquence qui est liée au Covid aussi, où on se balade avec des masques partout. Il n'y a pas pire négation du moi, finalement, que de cacher la moitié de son visage. Et de mise à distance des rapports. Mais pas seulement ça, mais au nom du sanitaire, on ne peut pas se le reprocher, mais de méfiance de l'autre, de méfiance d'autrui. Mais je pense qu'avec le Covid, nous avons vécu l'expérience, entre autres, d'un franchissement de seuil dans la numérisation de nos existences, et notamment le télétravail. C'est-à-dire que désormais, si nous n'y prenons garde, l'écran va devenir plus que jamais l'instance d'interférence majeure dans la relation entre les individus. C'était le cas depuis un moment, ça risque de l'être de plus en plus, ce que je nomme une télésocialité généralisée. Et cela, il faut y prendre garde. Il faut y prendre garde parce que ça met à distance autrui. Non seulement ça met à distance autrui, mais ça donne aussi le sentiment qu'il y a une sorte d'écran dans tous les sens du terme avec autrui, et ça complique l'enjeu. Un des enjeux majeurs de notre temps, c'est quand même de construire à tous les niveaux, à toutes les échelles de la société, ensemble. Mais ensemble, ça ne veut pas dire dans un monde fait de pleine harmonie. Ça veut dire dans la pluralité de ce que chacun peut apporter, dans la contradiction. Ensemble, des modalités d'existence à construire dans les écoles, dans les villes, dans la façon d'envisager le travail. Il est temps d'essayer de nous ensemble, comme on peut, il n'y a pas de solution miracle, mais de construire plutôt que de perdre notre énergie dans l'expression de soi, l'expression de ses opinions. Qu'est-ce que ça fait, Mathieu, l'expression de ses opinions sur Facebook qui fleurissent durant les campagnes présidentielles ou sur Twitter? Mais qu'est-ce que ça produit? On peut le dire. Ça produit un vain satisfaction et contentement de soi pendant quelques secondes, puis c'est vite relégué dans les oubliettes du présent, dans les flux de parole, et c'est relégué. Ça ne sert à rien. Vous savez, on dépense de l'énergie, notre énergie est limitée dans la vie. Si on passe des heures, et c'est de plus en plus important. Je pense que c'est une des névroses de l'époque, la passion de l'expressivité, qui donne l'illusion perverse d'être dans une politisation.
Vous voyez, sur Twitter, on ne fait que donner son opinion politique. Et en général, en accusant. On est dans un échec de la politisation. La politisation, c'est avec l'autre. Ce n'est pas seul la politisation. C'est avec l'autre, avec les autres, dans la construction positive. Mais vous savez, quand je dis ça, je suis essoufflé quand je dis ça. Je suis essoufflé parce que nous voyons bien que ce n'est pas exactement le chemin que nous prenons, sauf, il existe à la marge de nombreuses initiatives, et c'est à cette enseigne que je crois que la décennie qui vient, je pense que nous allons vivre une lutte farouche, cette décennie qui vient, entre Thanatos et Eros. C'est-à-dire entre la passion de détruire et de faire valoir et de faire parler ses seuls ressentiments et la volonté de faire parler jusque dans la violence ses propres rancœurs à l'égard de la société et de l'ensemble qu'on va appeler encore commun, l'ensemble collectif, et celles et ceux qui sont mus, animés, j'ai envie de dire, par la volonté de construire autrement les choses et mus par le principe d'espérance. Là, c'est une lutte à laquelle nous allons assister et qui appelle à la responsabilité de chacun. Cela dit, nous avons démarré dans ce salon de massage, salle de yoga, où ça sentait l'encens, le patchouli. Il y a cette idée du cocooning, de se regarder le nombril, de ne penser plus qu'à soi aussi, dans cette tendance un peu New Age, si j'ose dire. Est-ce que c'est plus facile de se changer soi-même ou de changer le monde ? Là, c'est capital. Votre question est capitale. Nous savons que c'est indissociable. Se changer soi, c'est un défi. Quand on a conscience de ses propres défauts, c'est extrêmement difficile. Hein. Je crois que là, vous signalez quelque chose de capital, qui est en lien direct avec ce que nous venons de dire. C'est comment peut-on nous atteler à peu adopter d'autres comportements, moins nihilistes, moins vains, au profit de ce que nous disions avec le livre, de lever un peu la tête, de lever la tête. Nous avons des souffrances, nous souffrons, mais de pas seulement être à l'écoute de nos propres souffrances, car c'est ce que nous vivons actuellement, mais d'être à l'écoute des souffrances de l'autre. Et c'est ça, changer le monde. Si nous avions écouté depuis des années la souffrance du personnel hospitalier, au lieu des think tanks nous disant qu'il faut plus de systèmes d'intelligence artificielle qui ne servent à rien, dans les hôpitaux, si nous avions écouté davantage toutes les plaies de la société, peut-être nous serions aujourd'hui dans des sociétés moins en souffrance et moins fracassées. Nous ne faisons que parler, l'heure est à l'action à toutes les échelles de la société. Merci Éric Sadin. Merci à vous. Vous venez d'écouter Les Éclaireurs, épisode 5, avec Éric Sadin, qui vient d'écrire L'ère de l'individu tyran aux éditions Grasset. J'insiste sur le sous-titre, on oublie toujours les sous-titres. La fin d'un monde commun. Les Éclaireurs est un podcast Europe 1 Studio avec Marina Pruzès à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Si cet épisode vous a donné des idées, ou que vous avez envie d'écouter la suite, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour prendre le temps d'écouter le monde changer. À très vite.